Eh, vous revoilà, ça fait plaisir. Je suppose que vous voulez notre histoire, hein. Et si je vous racontais celle de Hartwig Odoakar, le seigneur du mal? Et pas n'importe quel genre de mal, celui qui est nécessaire. Hartwig et son frère Kan furent abandonnés quand ils eurent l'âge de 6 ans par leur père Junaid. Il estimait qu'un bon seigneur du mal devait savoir survivre seul, et surtout, c'était une façon de voir ceux qui seraient légitimes à réclamer son trône, même s'il fallait avoir conquis un territoire pour ça. Mais bon, à 6 ans, ça me paraît un peu prématuré. Hartwig se retrouva dans les froides contrées de Nordberg, et bien évidemment avec ses yeux d'un or flamboyant, les habitants savaient très bien qui il était. Mais cons comme des balais, ils ont préféré lui en foutre plein la tronche au lieu de l'aider, histoire de rentrer dans ses bonnes grâces. Enfin, il aimait bien cette petite fille, Kelda qui semblait réellement l'apprécier. Assez pour l'aider à se venger des villageois. Malheureusement, l'Empire qui chassait tous ceux qui possédaient des pouvoirs magiques vint à Nordberg, et les gens attrapèrent Hartwig pour le donner en pâture. Mais ce petit gaillard pouvait compter sur ses larbins, des sortes de petits gobelins qui considéraient Hartwig comme le potentiel successeur du trône. Après des années cachées dans les tréfonds à s'entraîner avec l'aide de Biscornu, le doyen des larbins, Hartwig décida de se venger et d'asservir le village de Nordberg. Bien que l'Empire avait décidé d'y établir un campement, l'opération fut d'une facilité déconcertante. Et pour enfoncer le clou de cette humiliation, notre futur seigneur du mal décida de laver le cerveau du gouverneur Marcus pour en faire une sorte de gros bébé pleurnichard. On va pas se mentir, il avait une autre envie que la vengeance. Retrouver la seule personne qui lui avait témoigné de la compassion. Même s'il a eu peur que sa vendetta ne l'effraie, elle était en fait plutôt ravie. Elle le voyait plutôt comme une sorte d'équilibre, de karma. Notre petit couple partirent donc dans les tréfonds pour prévoir les futurs plans de bataille, car Nordberg ne serait pas suffisant pour réclamer le trône de son père. Mais renverser tout un empire, ça ce serait grandiose. Le prochain endroit à conquérir serait Claire Éternelle, une sorte de station balnéaire où l'Empire avait réduit les elfes en esclavage. Arrivé à Claire Éternelle, il se permit bien évidemment d'asservir encore une fois le gouverneur local, et ce fut une autre victoire déconcertante. Hartwig commençait à se demander comment un empire avait pu se créer avec des troupes pareilles. Bien évidemment, je ne vais pas vous énumérer tous les villages qu'il va prendre, car ce serait long et vous avez bien compris que soit cet empire était surestimé, ou alors il se reposait sur leur laurier. Vint alors le tant attendu assaut sur la capitale. Et pour une fois, il y avait un peu de résistance. Enfin, il était temps! C'est au terme de ces différents avancements qu'il put enfin rentrer dans la cité, détruire tous les sanctuaires de protection de l'empereur, et enfin aller le chercher dans son palais. Malheureusement, désespéré qu'il était, il invoqua le dévoreur, bien qu'opposant à peu de difficultés, il fut décimé, comme tous les ennemis d'Hartwig jusqu'alors. Et l'empereur, étant lié à la bête, fut explosé. Au sens littéral pour le coup. En revenant dans les tréfonds, sa femme Kelda l'attendait avec un cadeau, une nouvelle armure et une hache faite par ses soins pour fêter son ascension. Ainsi qu'une nouvelle bannière avec une couleur plus ambiguë, car pour elle le rouge connotait trop sur l'imagerie barbare. Il n'eut même pas le temps de se réjouir que Biscornu le prévint que son père était malheureusement mort pendant son raid. Il avait été tué par un duo de héros. Hartwig en colère lui demanda pourquoi il ne lui avait pas dit plus tôt. Biscornu lui attorqua qu'il ne pouvait pas se détourner de son objectif car il lui fallait une légitimité au trône. Enragé de ne pas l'avoir tué lui-même, il s'en concentra donc sur la recherche de ses soi-disant héros. Après plusieurs mois d'investigation, ils furent localisés et surtout décimés. Mais une chose choquait Hartwig, il semblait avoir succombé à leur plus profond désir. L'alphelin était un glouton jamais rassasié qui avait asservi un village de paysans pour produire toujours plus de nourriture. Quant au paladin, il avait fondé un culte à sa propre gloire. Ils étaient tous les deux gorgés d'une énergie maléfique. C'est alors que Kan ressurgit dans la vie d'Hartwig. Kan expliquant qu'il avait entendu parler de ce duo et avait décidé de les corrompre lentement en restant à leur côté, en leur expliquant qu'après tout ils étaient des héros, qu'ils avaient donc bien mérité ces récompenses et que c'était le traitement qui leur était dû. Et ils succombèrent à cette longue litanie. Et alors, Kan, qui pensait que ses combats auraient épuisé son frère, comprit trop tard son erreur et rejoignit 6 pieds sous terre ses acolytes. Épuisé de cette campagne, il alla récupérer le trône de son père. Mais ce dernier l'attendait, il n'avait que simulé sa mort. Ce qu'il voulait, c'était qu'un de ses enfants soit en parfaite condition pour s'approprier son corps, Biscornu ne l'entraînant que dans cette optique. Malheureusement, même après ces années d'entraînement, cette nouvelle puissance magique et sa rage incommensurable, il ne put gagner face à son père, et son âme vola en éclats. C'est bien dommage, car ce qu'on peut voir dans cette histoire, c'est qu'on a toujours besoin d'un mal, mais un mal contrôlé, calibré, sinon il devient instable et ravage tout sur son passage. Et Hartwig l'incarnait à merveille. Je suis curieux de voir ce qu'il aurait fait, mais on ne le saura jamais. Cela me conforte dans l'idée que je n'avais pas eu si tort. Eh bien, on dirait que votre temps ici est écoulé. C'est donc ici que nos chemins vont se séparer. Allez, à la revoyure.